Bonjour à toutes et à tous pour ce 10e web rendez-vous pédagogique de l'année. C'est le dernier pour cette année dans une série de webinaires et web rendez-vous pédagogiques sur l'exploration des modalités d'enseignement hybride et à distance. Aujourd'hui, on va parler de la conception d'un enseignement avec ABC Learning Design. Donc, les objectifs de ce web rendez-vous pédagogique est d'identifier les principaux apports de la méthode ABC Learning Design pour la scénarisation d'un enseignement à distance ou hybride, d'analyser les opportunités et les risques relatifs à cette méthode et d'identifier les points clés nécessaires à son utilisation pour la scénarisation des cours. Donc, pour atteindre nos objectifs, nous avons des intervenants que nous remercions vivement d'avoir accepté notre invitation pour organiser et animer ce web rendez-vous. Nous serons accompagnés de Daniel Cherly, que je laisse se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le lire en dessous, donc mon rôle à la faculté de médecine de l'Université de Genève, c'est d'être conseiller techno-pédagogique. Ça veut dire accompagner nos enseignants à utiliser les technologies éducatives comme soutien à leur enseignement. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion d'essayer de promouvoir cette méthodologie ABC Learning Design. Merci Daniel. Philippe Eberly. On ne vous entend pas bien? Et là, on ne vous entend plus du tout. Là, vous m'entendez mieux? Parfait. Parfaitement, ok. C'est mon casque qui a un problème, excusez-moi. Donc, je travaille aussi à l'Université de Genève dans un centre de soutien à l'enseignement et l'apprentissage. J'accompagne aussi les enseignants de toutes les facultés de l'Université de Genève autour de la pédagogie et puis je coordonne également les formations, les ateliers de formation pour les enseignants. Merci. Josette Marie-Aubin, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, Mélissa et moi-même, nous sommes conseillères technopédagogues aussi, mais pour le CEGEC. Alors, le CEGEC, c'est le secrétariat général de l'enseignement catholique en Belgique, qui regroupe toutes les écoles donc catholiques. C'est la plus grande ASBL de Belgique. Et dans notre accompagnement, nous avons aussi eu l'occasion d'utiliser cette scénarisation dans le cadre de partager le numérique avec les enseignants et l'hybridation, puisque c'était un problème avec la pandémie. Et alors, personnellement, je donne aussi quelques heures d'exercices didactiques en didactique des langues à l'Université catholique de Louvain. Voilà. Merci. Et Mélissa John. Josette Magui, oui, voilà, Josette Magui vient de me présenter, merci. Voilà. Et Vassiliki Michaud. Donc, oui, bonjour donc à tous. Donc, je suis responsable de l'offre de formation pour le développement académique à Capsule Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université. Et effectivement, au sein de notre université, on utilise ABC, ABCD. Et donc, moi-même, en tant que formatrice dans le domaine justement de l'ingénierie et de la conception pédagogique, j'ai pu utiliser cette formation pour des projets au sein de l'université, mais également pour des projets. Donc, j'ai formé dans le cadre des projets internationaux ou des projets Erasmus+, d'autres équipes à ABCD. Et donc, je participe aussi pareillement pour mise en avant d'une formation de ABC dans le cadre de l'Alliance For You Plus. Merci, Vassiliki. Et Bernold Asinkov. Oui, bonjour tout le monde aussi de ma part. Je suis professeur de chimie à Sorbonne Université. J'ai quelques responsabilités dans nos structures d'enseignement et je suis ici aujourd'hui parce que j'anime aussi à Sorbonne Université et ailleurs des ateliers de formation pédagogique sur ABC ou ABCD comme on l'appelle chez nous et aussi sur d'autres thématiques qui sont liées à la pédagogie universitaire. Merci. Et donc, nos intervenants sont accompagnés par l'équipe habituelle que vous connaissez presque tous, l'équipe de conseillers pédagogiques, membres du réseau PONSRA, réseau des conseillers pédagogiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc Franck Bertuca.
Juste pour vous saluer, vous remercier d'être présent. Je suis conseiller pédagogique, effectivement, pour une part de mon temps au sein de KPA, cellule d'appui à la pédagogie enseigner et apprendre à l'Université catholique de Lyon. Et Christelle Limbourg? Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis responsable d'une mission d'appui pédagogique à l'ENTPE, qui est une école d'ingénieurs sous tutelle du ministère de la Transition écologique et qui est sur Vaux-en-Velin. Et moi-même, Fatma Saïd Touami, donc chercheur en sciences de l'éducation au laboratoire ADEFTEX Marseille et conseillère pédagogique à l'équipe d'accompagnement Athéna à l'INSA Lyon. Et Lauriane? Et Lauriane Pirodon, je travaille avec Franck à l'Université catholique de Lyon en tant qu'ingénieur pédagogique. J'accompagne l'équipe sur les outils. Merci. Alors, là, je viens de faire le clic, mais voilà. Donc, vous vous rappelez peut-être que vous avez répondu à un sondage. Et donc, on vous a demandé ce que vous attendiez de ce web rendez-vous. Et donc, plusieurs réponses, plusieurs pavés, avec peut-être une orientation plus sur la découverte des outils, de la méthode, et puis avec des idées de remise en cause de votre cours, de trouver des idées, peut-être une ouverture sur d'autres choses à faire. Et la question aussi, à la fois, je prends les deux pôles, engager les étudiants et leur proposer des formats, donc l'engagement des étudiants, et puis un regard réflexif sur votre pratique. Voilà, donc c'est des choses que nous allons essayer des attentes que nous allons tenter de combler aujourd'hui grâce à nos différents intervenants. Et puis, il y avait aussi une question sur, et là, je suis embêté par la vision que j'ai, voilà, ce qui pourrait vous aider à scénariser ici, d'après vous, besoin d'outils, besoin de connaissances, besoin d'exemples avec les outils et peut-être pour trouver des pistes d'amélioration. En lien avec ce qu'on vient de dire, l'aide des apprenants. Et puis, peut-être que ABC peut être un moyen aussi de trouver, chercher à comment mettre en place des jeux de rôle ou des mises en situation. Je voulais demander à la personne qui a écrit avoir plus la main sur les enseignements, ce qu'elle entendait par là. Est-ce qu'elle peut nous dire en quelques mots, si elle est là, ce qu'elle entendait par avoir plus la main sur les enseignements? Il est possible qu'elle ne soit pas là. Bien. Alors, nous allons continuer en introduisant le sujet sous les auspices de Philippe Eberly, parce qu'en fait, ABC Learning Design, c'est le résultat d'un ensemble de recherches. Philippe, je vous laisse la main. Alors. Non, il faut que j'arrête, pardon. Zut. Non, si le partage, voilà. Ça y est. Ton écran sera masqué automatiquement. C'est bon. Alors, je vais commencer le partage d'écran. Normalement, vous devriez voir apparaître oui. notre première diapositive. Je vais la mettre en plein écran. Ça peut prendre un tout petit peu de temps. Voici. Oui, donc merci. Merci pour la parole. Alors, je précise tout de suite que je ne suis pas un spécialiste de la méthode ni de l'arrière-plan théorique de cette méthode, mais il nous semblait bon, effectivement, donner quelques indications sur d'où elle venait et comment elle était construite. Et puis, alors, j'ai mis ces deux images aussi d'illustration pour peut-être illustrer ce que mes camarades de Paris-Sorbonne vont présenter, la méthode, et pour vous dire d'emblée qu'en fait, il y a une version papier sur laquelle on peut travailler sur table, comme vous le voyez en équipe, et puis une version qui est informatisée, une application qu'on vous présentera aussi plus tard.
Alors, pour parler du modèle, c'est le modèle conversationnel. Alors, j'ai tout traduit en français, mais évidemment, c'est la théorie originale qui vient de Londres. Hein. J'ai mis le nom de la personne, Diana Laurière, la chercheuse qui est à UCL, au University College of London, et donc qui a construit, élaboré ce modèle conversationnel avec, comme vous le voyez, deux niveaux, un niveau de discours, un niveau de la pratique qui est distingué, et puis des acteurs, alors des acteurs qui sont assez familiers, hein, l'enseignant, l'étudiant. Ce qui est peut-être intéressant dans cette méthode, c'est qu'on rajoute les pairs. Les pairs, c'est donc les autres étudiants, les autres étudiantes. Je n'ai pas épicéné malheureusement, vous m'excuserez, les termes, mais c'est l'idée de se dire qu'il y a au moins ces trois acteurs principaux dans l'enseignement supérieur. Et puis le niveau de la pratique, où on va s'intéresser aussi à ce qu'on fait faire aux étudiants et puis comment se passe la mise en pratique. Alors, juste pour donner deux exemples, mais très triviaux, je dirais, de la manière dont on peut parler de ces boucles de conversation, hein, parce que c'est aussi le terme qui est employé. L'enseignant, il explique des concepts à l'étudiant. Là, on peut s'y retrouver tout à fait. L'étudiant, il va peut-être avoir des questions, ou bien il va répondre à certaines des questions que vous leur posez, ou bien il aura des questions lui-même, ce qui amène l'enseignant à réexpliquer. Alors, encore une fois, là, on est dans un modèle que normalement on connaît assez bien dans un modèle magistral à l'université. Ce qui peut être intéressant aussi, ou ce qui peut être un peu moins commun, en tout cas à l'université, c'est les moments d'activité, même dans des cours magistraux, où on demande à l'étudiant d'aller reformuler ce qu'il croit avoir compris, hein, auprès d'un père, qui peut être le père, le voisin dans l'auditoire, dans l'amphithéâtre. Et puis, on demande au père aussi d'aller donner un feedback sur la manière dont son camarade a reformulé. Donc ça, c'est un exemple de boucle conversationnelle, de boucle de conversation telle que Diana Laurière l'envisage dans son modèle théorique, et qu'elle a, que je simplifie ici, mais qu'elle a complexifié avec, si vous allez voir dans ses ouvrages, qu'elle a complexifié pour essayer de modéliser la manière dont l'enseignement supérieur un peu interactif se déroule. Alors, pour juste aussi vous donner un exemple, ces boucles de conversation, elles sont aussi valables entre le niveau de discours et le niveau de la pratique. Et là, si on prend simplement l'exemple qu'on a dû tous vivre avec la pandémie, le renvoi de l'information sur l'apprentissage, il peut être simplement aussi par rapport à l'usage des technologies ou l'usage de Zoom, de renvoyer à l'enseignant de la part de l'étudiant le fait que sur le chat, on peut utiliser le chat, il y a des questions et qu'on aimerait bien qu'il y réponde, ou bien donner la possibilité technique aussi de faire un certain nombre de choses, et donc que l'enseignant s'ajuste aussi par rapport à ces demandes des étudiants. C'est juste des exemples qui sont là pour montrer comment ces boucles conversationnelles peuvent fonctionner. Parallèlement, et en fait, c'est ce qui fait le cœur en fait, de la méthode, l'équipe de Diana Laurière a catégorisé les apprentissages en 6 modes. Alors, on ne va pas discuter de savoir pourquoi 6, hein, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres méthodes qui en font 8, d'autres qui ont encore plus de modalités d'apprentissage. Peut-être ici, un des avantages, c'est que le 6, c'est assez peu, mais c'est assez aussi pour complexifier un petit peu les choses. Elles sont toutes assez intuitivement compréhensibles. Alors moi, ce que j'ai fait là, c'est j'ai mis des petites illustrations avec des mots-clés pour essayer de donner des indications sur ce que sont ces modalités d'apprentissage ou ces modes d'apprentissage. Vous voyez qu'il y a encore une fois des choses assez classiques que vous connaissez avec l'acquisition de connaissances, hein, où les étudiants sont plutôt dans un mode plus passif. Si pour un mode un peu plus actif, une des modalités d'apprentissage est l'enquête, où l'étudiant, vous remarquerez qu'il est seul, va dans l'exploration, il va devoir comparer des sources et avoir aussi un exercice critique peut-être par rapport au texte qu'il a sous les yeux. On a après la discussion, où là on est plus dans l'interaction avec le travail en groupe, comme vous voyez sur l'image, où les étudiants sont amenés à formuler, à échanger,
puis ou aller chercher aussi des arguments et à tester peut-être des arguments. On dit souvent que dans le travail en groupe, on peut donner le rôle d'avocat du diable à l'un des étudiants pour qu'il puisse un peu tester la solidité des théories. On se trouve tout à fait dans cette modalité d'apprentissage de travail en groupe que vous pratiquez peut-être avec vos étudiants. Une quatrième modalité, la pratique. Ça aussi, ça paraît aussi être le cas dans un certain nombre de domaines, de facultés, alors peut-être dans d'autres un petit peu moins, mais c'est bien l'idée qu'on va donner un certain nombre de théories, de la théorie aux étudiants, et puis on va leur laisser le temps d'aller s'entraîner, d'aller expérimenter eux-mêmes, et puis de prévoir de la rétroaction si effectivement ils font des erreurs pour les mettre sur la bonne piste. Le cinquième mode, c'est la collaboration. C'est l'idée que là, le travail en équipe, il va être non seulement orienté autour de l'échange, de la parole, mais aussi de la production. On parle de production de prototypes, on parle de production où finalement il y a des choses tangibles qui se font, et c'est là où on doit peut-être ajouter des dimensions comme la négociation entre les étudiants, le fait de s'accorder sur un but commun, et puis de co-construire ensemble un certain nombre de connaissances et d'outils. Puis enfin, il y a la production elle-même qui est un facteur de motivation et d'intégration de toutes les connaissances qui pourraient être aussi mobilisées dans un cours, aussi pour les consolider, qui là est un apprentissage à part entière dans le modèle. Ça va mieux? Voilà, pour une présentation assez succincte, je pense que vous aurez l'occasion dans la suite de l'exposé d'aller un peu plus dans le détail. J'ai passé une dernière diapositive avant de passer la parole aux collègues de la Sorbonne. C'est juste pour vous montrer comment se présente en fait la méthode table, je dirais, ou la méthode papier, avec ces petites cartes de couleurs dont je vous ai parlé sur le numéro 1. Puis vous voyez qu'au verso, il y a un certain nombre de propositions d'activités. C'est ça qui aide aussi à scénariser, c'est d'avoir, par rapport au mode d'apprentissage discussion, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'enseignant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place comme activité. La même chose pour les différentes autres modalités. Et donc, l'un des intérêts de la méthode, c'est de pouvoir avoir cette entrée qui est sous forme de mode d'apprentissage que je viens de vous décrire. Et quand on retourne la carte, au verso de la carte, on se retrouve avec des propositions d'activités qu'on va pouvoir mettre dans ce qu'on appelle un plan de travail ou un storyboard sous 2. Vous voyez que là, on peut organiser sa séance d'enseignement ou ses séquences d'enseignement apprentissage en fonction aussi d'une certaine temporalité qu'on peut définir soi-même sur qu'est-ce qu'on fait avant la séance, qu'est-ce qu'on fait pendant la séance, qu'est-ce qu'on fait aussi après la séance. Et puis cela aussi sur des temporalités courtes, sur une séance d'enseignement ou bien sur une temporalité beaucoup plus longue qui peut être un semestre d'enseignement. Et puis peut-être rapidement la troisième pièce du puzzle, je dirais, du ABC Learning Design, du kit, c'est un radar qui vous permet de visualiser en fait, si dans votre séquence d'enseignement, vous avez un certain équilibre entre les différents modes d'apprentissage, ce qui est aussi un peu recherché, pour vous faire une meilleure idée effectivement des modalités d'apprentissage que vous privilégiez, et puis sur le continuum que vous voyez en bas de la page 3, un continuum entre la distance, le distanciel et la présence, avec l'idée qu'effectivement que cette méthode aide à la scénarisation d'un enseignement plutôt dit hybride entre distance et présence. Voilà, j'en ai terminé pour une brève présentation de la méthode et du concept. Et je vais passer la parole maintenant aux collègues de Paris pour qu'ils aillent un peu plus loin dans la description de la méthode. Donc, je prends la main. Merci infiniment, Philippe, pour cette présentation. Donc, je vais apporter quelques éléments supplémentaires, même si Philippe a vraiment très bien décrit la méthode. Donc, dans un premier temps, je vais enlever ça qui me gêne un peu sur ma présentation, désolé. Donc, comme il a été dit, donc, ABC, qui initialement, son nom, c'était Arena Blended Connected, a été créé effectivement en 2015.
Et il s'agit d'un atelier extrêmement pratique et rapide. Donc, dans la version originale, il a une durée de 90 minutes qui favorise justement les échanges et la collaboration au sein d'une équipe enseignante, par exemple, qui participe à cet atelier. Et les résultats issus de cette collaboration étaient un storyboard narratif qui représente justement le déroulement de l'enseignement qui est scénarisé. Il a volontairement conçu sous forme de papier, justement afin de favoriser cette discussion et l'adhésion de l'équipe, tout en proposant bien sûr une modalité de travail beaucoup plus ludique vu les couleurs et vu la façon d'être conçue. Et la méthode ABCLD, ABCLD, il porte 4 principaux axes. Donc, vous pouvez voir, c'est l'apprentissage centré sur l'étudiant, c'est l'apprentissage actif, c'est l'intégration de l'évaluation au sein même de la scénarisation pédagogique, tout en associant bien sûr les outils numériques, donc les blended learning. Depuis 2015, donc, l'atelier ABC, il y a une très grande dissémination, une dissémination élargie à l'international et qui a permis la création d'une très grande communauté en fait, de pratiques et des praticiens. Donc, les ressources, bien sûr, ont été traduites et adaptées par plusieurs institutions. Et il y a eu également un très important projet Erasmus+, ABC to Really, avec 13 partenaires et dont les résultats les productions sont disponibles sur le site que vous voyez, abc-ld.org. Je apporte quelques éléments supplémentaires sur la pratique que Philippe a dit, donc je ne vais pas revenir de façon très extensive. Donc, il y a les 6 cartes représentant les 6 types d'activités. Il y a les storyboards que vous avez vus. Il y a la fiche d'activité avec les radars. On utilise des petites gommettes justement pour indiquer les activités qui sont évaluées. Il y a une fiche avec les activités évaluables et aussi avec les indicateurs de l'apprentissage visible. Il y a le plan d'action qui vient à l'issue de l'atelier, ainsi que la roue numérique qui a été surtout produit et élargie durant le projet Erasmus+. Comment ça marche? Il a été déjà évoqué, donc je ne vais pas du tout parler de ça. De mon côté, je vais vous montrer aussi quelques photos, comme ça vous avez aussi d'autres environnements, mais avec les mêmes principes des équipes autour d'une table qui travaillent de façon collaborative. Et voilà, je pense que je peux juste éventuellement montrer un autre exemple de Conversational Framework de Diana Laurillard qui reprend justement ce que Philippe a montré en ayant placé les différents points, en fait, des différents types d'activités dans ce concept d'ensemble. Donc là, j'ai fini pour cette présentation et j'arrête de partager pour donner la main à Franck. Oui, merci beaucoup. Alors, à moi le partage. Toc. Voilà. Donc, nous en étions là. Allez. Hop. Ah oui, et donc, en fait, tout ce qu'on vient de voir, on l'a passé. Il est là. OK. Alors, donc, zut, voilà. Je suis un petit peu gêné par ma bande de photos, voilà. Alors, on avait aussi dans le questionnaire, on vous avait demandé ce que évoquait pour vous ce terme de scénarisation, puisqu'il semble que ce soit un des éléments délicats et un des éléments qui permet à cette méthode d'apporter un vrai soutien. Et donc, scénarisation, ça va de la structurisation au séquençage.
en passant par l'organisation, le déroulement, la mise en scène, évidemment, et puis la notion de fil rouge et de conception et d'organisation pédagogique. Effectivement, il semble aujourd'hui que nous soyons, nous enseignants, partagés entre différentes dimensions. On doit tenir compte de différentes dimensions quand on travaille. La dimension de la conversation vue tout à l'heure et la dimension donc en direct, en face à face, mais aussi la dimension de ce qu'on va faire ensemble et de ce qui est fait ailleurs, c'est-à-dire ou à un autre moment en asynchrone. Alors, je vais rendre la parole maintenant à nos intervenants avec la question de la façon dont ils se sont appropriés les différents outils de cette méthode. Et donc, on va commencer avec Josette Marie et avec Mélissa. Et puis, ce sera le tour de Sorbonne Université, Vassili et Bernold. Et puis ensuite, Philippe et Daniel de l'Université de Genève nous diront ce qu'ils ont fait. Donc, la question, c'est quels sont les apports de l'outil? Et pour vous, le CEGEC, Secrétariat général de l'enseignement catholique, je vous donne la main. Merci. Mais c'est Mélissa qui va présenter. Okay. Alors, je me rends compte qu'il manque quand même une slide sur les différents apports que l'outil qu'on a pu avoir de l'utilisation de l'outil. Et donc, il se fait qu'en fait, nous, on a utilisé cet outil avec des enseignants du secondaire au tout début de cette année scolaire, c'est-à-dire au plein milieu de la pandémie et au début de l'hybridation. Et donc, ce que nous a apporté l'outil, qui ne figure pas sur la dia, c'est dans un premier temps un focus très important sur l'activité des élèves et vraiment rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages. Parce que par le jeu de cartes qui est proposé, eh bien, on va, je pense que c'est Vassiliki qui l'a relevé, on va par exemple associer à une carte d'acquisition, donc plutôt bleu clair, une autre carte qui va rendre l'élève actif. Et vraiment, ce jeu de cartes va permettre de se rendre compte de cette activité et du moment passif de l'élève et du moment actif de l'élève. Un autre apport supplémentaire de cet outil, c'est que finalement, quand on est enseignant depuis plusieurs années, on a tendance peut-être à avoir ce scénario comme ça, un peu dans un coin de la tête. Et l'ABC Learning va permettre de refaire le focus sur les vrais objectifs pédagogiques. Quels sont les vrais objectifs d'apprentissage qu'on vise pour les élèves et quelles sont les activités qu'on va proposer aux élèves pour atteindre cet objectif. Et donc, on va viser l'alignement pédagogique, en fait. Donc, le fait d'aligner les objectifs, les activités d'apprentissage et l'évaluation qui en découle. Et ça, c'est un élément vraiment très, très important. Je pense que ce qui va être important, c'est de prévoir, un peu comme on devait le faire en étant jeune enseignant, mais de prévoir vraiment très précisément le déroulé de la séquence d'apprentissage. Mais c'est là qu'intervient le premier point d'attention qu'on a noté sur la dia ici. Le fait de prévoir avec l'outil ne veut pas dire qu'on doit s'enfermer dans le scénario. Et donc, on a prévu, on a réfléchi avant la mise en place du cours, mais une fois que l'enseignant se retrouve devant ses élèves ou devant ses étudiants, eh bien, il retrouve sa personnalité pédagogique, mais dans le cadre qui a été préalablement défini par le scénario qu'il a conçu. Et alors moi, c'est un outil que j'utilise souvent, à la fois en collaboration avec mes collègues, mais aussi toute seule, pour
préparer des formations. Et en fait, c'est tellement sécurisant, en fait, de savoir que, OK, on dévie un peu, mais ce n'est pas très grave parce qu'il y a un cadre et qu'on va pouvoir se raccrocher dessus. Alors, bien qu'on soit technopédagogue et moi, je suis même un peu geek, hein, j'aime vraiment tout ce qui est numérique, mais il faudra veiller aussi à ne pas utiliser le numérique pour utiliser le numérique et que l'usage des outils numériques ne pourra se faire que si ça apporte une réelle plus-value. Parfois, utiliser le numérique, ça peut rendre la tâche plus complexe. Et dans ce cas-là, souvent, il est préférable de ne pas l'utiliser. Et à d'autres moments, pour la collaboration, par exemple, si on est à distance, ben là, l'outil numérique va apporter une réelle plus-value. Et ça, le fait d'avoir prévu tout ça dans le scénario, ça va aussi permettre de se sentir beaucoup plus à l'aise, de savoir, ben, j'utilise le numérique et je sais pourquoi je l'utilise, ou je ne l'utilise pas, mais je sais aussi pourquoi je ne l'utilise pas. Voilà, je ne sais pas, Josette-Marie, si tu as quelque chose à rajouter par Non, rapport à non, ça. tu as dit l'essentiel. Je pense que cette méthode aussi, pour l'avoir pratiquée à la fois en présentiel et en distanciel, ça favorise vraiment l'échange et la réflexivité des enseignants quand on réfléchit, tiens, ben, pourquoi on fait telle activité, comment on la fait. Et quand on fait ça en collaboration avec une équipe d'enseignants, il y a un échange d'idées, il y a une co-construction, il y a l'intelligence collective qui joue. Et donc ça, c'est vraiment aussi un atout. Vassiliki m'envoie un message me disant qu'elle pense voir la slide qui nous manque et propose de la partager. Je veux bien, Vassiliki, comme ça, on est J'ai essayé, certain de j'espère ne que pas c'est la ouvrir. bonne. En tout cas, c'est celle dont vous parlez, oui. Voilà. C'est bien celle-là? Oui, c'est tout à fait ça, ouais, merci. Et donc, je pense que oui, peut-être le point vert là, avec l'arc-en-ciel, eh bien ça c'est, une idée de ma collègue formatrice, mais qui dit qu'une fois qu'on conçoit son scénario, en fait, le fait que les petites cartes soient colorées, eh bien, c'est hyper intéressant parce qu'on va en un seul coup d'œil se rendre compte si on varie bien les différents modes d'activité ou si on est toujours dans le même type de mode d'activité. Alors, en soi, c'est peut-être pas grave, mais il faut s'en rendre compte pour pouvoir varier éventuellement pour d'autres séquences. Et donc, ma collègue dit, d'où l'arc-en-ciel, il faut viser l'arc-en-ciel dans le scénario pédagogique. Et alors, je reviens sur le point jaune. Une autre utilisation qu'on a eue avec les enseignants en Belgique, c'est l'analyse de ce qui est proposé dans les manuels scolaires. Et donc, le fait d'utiliser le scénario a posteriori, c'est déjà construit dans le manuel et on replace un petit peu les modes d'activité que propose le matériel pour voir ce qu'il manque et pour pouvoir additionner éventuellement pour atteindre l'arc-en-ciel. Voilà, merci beaucoup, Vassiliki. Merci à vous. Je note une chose, c'est que j'ai l'impression, merci Vassiliki, quand on voit les photos, notamment, que la méthode a une dimension collaborative assez développée, mais pas que. C'est-à-dire qu'on peut aussi l'utiliser pour soi. Pourquoi est-ce que ça n'avance plus là? Voilà. Je vais peut-être aller trop loin. Non. Je rends la parole à la Sorbonne. Donc, en fait, je vous rends la main finalement. Tout à fait. Et je partage mon écran. Vous devriez le voir maintenant. Merci. Très bien. Oui, donc je vais effectivement continuer un peu et vous raconter comment on s'est approprié cette méthode à Sorbonne Université, où on l'a découvert en 2017 et on a fait depuis un grand nombre d'ateliers chez nous et aussi ailleurs. Donc Vassiliki comme moi ont été invités aussi dans d'autres universités pour faire ça. À titre personnel, ça m'a permis de voyager même jusqu'en Égypte pour le faire. Et à chaque fois, on a découvert ou redécouvert que les collègues ont bien apprécié cet atelier. Donc, moi, personnellement, je l'ai fait surtout sur papier, donc je ne l'ai pas fait autrement.
Pourquoi c'est bien apprécié? Parce que tout d'abord, ça parle un peu à tout le monde. Donc, ces cartes, ils représentent un langage qui est facilement commun. Donc, comme tous les langages, ils servent à dialoguer. Et à travers ces cartes, on arrive à faire dialoguer des enseignants qui viennent de différentes disciplines, qui viennent de différents niveaux d'enseignement et qui peuvent assez facilement travailler ensemble. Donc, on comprend tout de suite ce qui est écrit sur ces cartes, on arrive tout de suite à les mettre en œuvre. Et on peut faire travailler ensemble des gens de la même discipline ou on peut faire travailler ensemble des gens de disciplines différentes dans un même groupe. Même ça, c'est tout à fait possible. On s'entend relativement bien. Évidemment, un langage, bon, initialement, c'était de l'anglais, donc on l'a traduit en français. On s'est rendu compte que certaines traductions sont évidentes, d'autres traductions sont un peu moins évidentes. C'est pour ça que vous voyez maintenant apparaître, comme par exemple ici, 2 mots pour practice, parce que quand on traduit en pratique, les gens qui viennent des sciences dures, biologie, physique, chimie, quand on leur dit pratique, ils pensent aux travaux pratiques dans des laboratoires. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi entraînement maintenant à côté. Donc, des petits ajustements comme ça quand on passe d'une langue à l'autre, mais sinon, c'est assez universel. Ensuite, pourquoi ça passe trop vite? Voilà. On a déjà entendu tout à l'heure aussi que cette méthode met l'accent sur l'activité des étudiants. Donc, sur ces cartes, on précise effectivement ce que l'étudiant fait pour apprendre. Et donc ainsi, cette méthode permet de faire cette transition que nous souhaitons tous. Je pense que ceux qui participent à ce genre de webinaire comme aujourd'hui, de centrer l'enseignement sur l'étudiant. De toute manière, c'est un des objectifs de l'enseignement actuellement. Et donc, à travers ces cartes, puisqu'on travaille sur les activités des étudiants, on fait assez automatiquement un apprentissage centré sur l'étudiant. Ensuite, on a découvert plus récemment que cette méthode peut servir lorsqu'on se retrouve dans des situations inédites qu'on n'a pas prévues avant, comme du jour au lendemain, faire de l'enseignement distanciel ou compatible avec le distanciel, etc., dans la crise Covid. Et puisque on scénarise avec ça, donc on sait les différentes activités que l'étudiant fait, après, l'étape suivante, c'est de se dire, bon, cette activité, il faut qu'il reste encore sur le campus. Ça, je mets la priorité. Donc, les quelques heures que je les vois encore sur le campus, je veux absolument faire telle et telle activité. Par contre, telle autre activité, il peut la faire à la maison. Et ensuite, je vais trouver les outils nécessaires pour que l'étudiant puisse les faire à distance. Donc, effectivement, la méthode nous a permis de diviser entre le distanciel et le présentiel d'une manière assez naturelle. Dans le tout premier slide de Franck était mentionné aussi la nécessité de trouver du temps. Donc là encore, la méthode ABCD avec ses activités permet assez rapidement d'estimer combien de temps ça va prendre à l'étudiant. Donc, c'est-à-dire pas seulement mon temps de service en tant qu'enseignant, mais combien de temps effectivement l'étudiant va y mettre. Et ça, c'est quelque chose de très important dans les collectifs d'enseignants, pour éviter que nous surchargeons nos étudiants et que finalement chacun ait d'excellentes idées de ce que l'étudiant pourrait faire pour son cours, sauf qu'à la fin, l'étudiant, il doit avoir des semaines de 60 heures. Donc, tout ça, on peut très facilement mettre sur ces cartes. Et donc, finalement, ça c'est un peu pour le collectif, mais aussi au niveau individuel, la méthode ABCD apporte des choses dans cette évolution des enseignants qui, probablement au début de leur métier, réfléchissent plus sur le contenu de leur cours et à la fin, ils sont des experts qui sont capables de bien choisir les différentes méthodes. Et donc, sur tout ce trajet-là, ABCD ABCD, c'est comme ça que moi je l'appelle, je ne l'ai pas défini. Donc, cette méthode peut effectivement s'insérer plus ou moins à tous les niveaux, permet à la fois à un débutant de réfléchir un peu qu'est-ce que c'est l'enseignement, et à l'expert. Ça permet d'introduire aussi des concepts fondamentaux. On a déjà entendu tout à l'heure le mot d'alignement pédagogique. Ça permet de revenir sur les acquis d'apprentissage visés. Donc, toutes ces choses-là peuvent être insérées, peuvent accompagner un atelier ABCD. Et donc, c'est aussi pourquoi, quand nous, maintenant, le faisons à Sorbonne Université, on ne fait plus des ateliers de 90 minutes, mais on les prolonge un peu. Donc, on passe souvent à 3 heures, 3 heures et demie, quelque chose comme ça.
Donc, en résumé, voici les différentes choses que ABCD permet à notre avis. Je vous laisse lire le résumé. Une chose que je n'ai pas dit au début, c'est aussi une méthode qui peut être faite à la fois en petit groupe et grand groupe. Donc, on a fait des ateliers qui sont allés jusqu'à plus de 100 participants. Donc, c'est tout à fait faisable. Et je rends la main et l'écran. Merci beaucoup, Bernie. Alors, effectivement, pardon, OK, merci. Alors, effectivement, il y a une vraie dimension collaborative. Hop, donc je vais faire avancer ça. Il me faut toujours un petit peu de temps, voilà, pour récupérer. OK. Donc, il y a donc un aspect collaboratif important dans cette méthode. Et peut-être aussi maintenant, à travers les outils qu'elle fournit, qu'elle permet de développer, il y a peut-être un aspect, j'allais dire, plus individuel qu'on va essayer de cerner. Alors, hop. Comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce qu'on va faire? Et je rassure nos participants habituels, vous allez pouvoir poser des questions ou répondre à des questions et participer de façon active à l'issue de cette partie que nous entamons maintenant. Donc, je donne la parole à l'Université de Genève. Non, pardon, j'arrête mon écran. Et je pense que ça va être au tour de Daniel de parler des outils. Oui, bonjour. Alors, de mon côté, je vais vous présenter, on a vu donc des cartes en kit papier, et moi, je vais vous présenter le pendant en ligne de ce kit papier qui s'appelle le Learning Designer. Alors, je n'ai pas de dia, mais je vais vous montrer directement sur la plateforme de quoi il s'agit. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Donc, dans un de ces articles, Diana Laurillard voyait nos systèmes éducatifs comme étant un ensemble d'expériences éducatives où chaque jour, chaque enseignant a l'opportunité de tester, découvrir de nouvelles méthodes d'enseignement et de voir avec ses étudiants ce qui marche pas et d'ajuster un peu sa méthode d'enseignement. Mais malheureusement, ces expériences qui sont tentées tous les jours restent locales, elles ne sont pas partagées. D'où l'idée de créer une plateforme qui permettrait de partager différents scénarios qu'un enseignant considère comme bien fonctionner, de telle sorte que chacun puisse se l'approprier et le modifier par la suite. Donc, c'est toute l'idée de cette plateforme du Learning Designer. Donc là, on est sur la page d'accueil. Je me suis authentifié. C'est un outil qui est gratuit, aussi donc développé à l'University College of London par un autre groupe, le groupe qui est directement sous la direction de Diana Laurillard. Donc, quand on arrive ici, en parenthèse, avant que je ne l'oublie, si vous allez sur ce site, je vais juste le copier et puis le mettre sur la partie conversée. Voilà. Donc là, vous avez le lien dans le chat. Merci. Il y a Diana Laurillard qui propose un cours aussi gratuit de 3 semaines qui présente comment utiliser cette méthodologie avec cet outil, donc Blended and Online Learning Design. Et il y a 2 prochaines dates où ce cours va démarrer si vous êtes intéressé. Donc, une fois identifié sur la plateforme et que l'on démarre, on peut aller voir les différents designs qui sont disponibles. Donc, on peut parcourir différentes catégories qui nous permettront de voir ce que d'autres ont fait et éventuellement de se les approprier. Donc, si on va peut-être dans ce secteur de, par exemple, les mathématiques, là, j'en ai
qu'un seul, et puis on peut voir les différents designs qui ont été faits en cliquant dessus. Et là, on arrive sur comment le design est présenté. Alors, je vais peut-être là. Donc, ça, c'est un que j'ai pris totalement au hasard. Mais je vais repartir maintenant sur la page d'accueil pour vous montrer l'un des designs que j'ai fait. Donc, je retourne sur la page d'accueil, Start, et puis là, View Your Design. Donc, c'est un des designs que j'ai développé. Et si je clique là-dessus sur son titre, voilà comment ça se présente. Donc, on a une première partie qui correspond un peu à la première page qui avait été montrée pour le kit papier, où on définit les grandes données par rapport à l'enseignement que l'on veut faire. On lui donne un nom, quel est le contexte, combien de temps on pense qu'il sera nécessaire pour effectuer cet apprentissage. Donc, on définit un temps. Et puis, en dessous, au fur et à mesure qu'on veut rajouter des activités d'enseignement, ces activités seront comptabilisées et on verra si on aura plus ou moins de temps prévu pour cette activité d'enseignement. Ensuite, on peut définir un certain nombre d'objectifs d'apprentissage à l'aide de taxonomie de Bloom, si ça parle à quelques-uns d'entre vous, avec des verbes actifs. Et puis finalement, on a parlé aussi de ce fameux arc-en-ciel. Ici, vous avez je ne sais pas comment on dit en français, un pie chart, un camembert, qui représente les différentes modalités d'apprentissage qui ont été qui devraient être mises en œuvre dans cette activité d'enseignement. Là, j'ai essayé de modéliser une formation qu'on donne en formation continue, qui est sur une partie se fait à distance avant de venir en présentiel et une partie qui a aussi lieu après la partie présentielle. Donc, ça s'étale en gros sur 2 mois, mais avec simplement 2 jours et demi en présence. Donc là, vous avez ces espèces de tuiles qui représentent des moments d'activité, d'enseignement et d'apprentissage. Et au-dessus de chaque tuile, vous voyez quel est le pourcentage à peu près de modalités d'apprentissage sera utilisé pour ce moment d'enseignement et d'apprentissage. Donc ça, c'était pour la période avant de venir en présence. Donc, la préparation, vous voyez qu'une grande partie, à peu près 3 heures, les participants devaient prendre connaissance d'éléments théoriques, ils devaient lire des chapitres de livres, ils devaient aussi produire quelque chose, donc concevoir une activité d'enseignement avant de venir en présence. Et puis, ils devaient aussi avoir quelques petits exercices pratiques. Voilà. Et donc ensuite, ici, c'était les journées où ils venaient en présence. La première matinée du premier jour en présence, qui traitait de la thématique « Comment concevoir un cours ». La deuxième demi-journée, c'est comment on enseigne en grand groupe, comment on enseigne en petit groupe et comment enseigner un geste technique. Et puis pour chacune de ces moments, on définit qu'est-ce que les étudiants ou les apprenants vont faire, ou aussi ce que les enseignants vont faire. Voilà, donc dans un premier temps, ici, par exemple, il y avait un brise-glace d'introduction qui durait 30 minutes. C'était fait avec toute la classe, donc on définit la taille de la classe, c'était 12 participants. Il fallait définir si l'enseignant était présent ou non, si l'enseignement se fait en face à face ou à distance. Donc ça, c'est tout des paramètres que l'on peut rentrer pour chaque élément que l'on va faire durant notre enseignement. Et une des grandes forces de cette plateforme d'apprentissage, c'est que dès qu'on rajoute un élément ou on en modifie, automatiquement, le camembert sera modifié, le temps calculé sera modifié. On dispose aussi des différents autres rapports graphiques. On peut voir ici de nouveau le même pie chart. On peut aussi voir combien de temps il passe en face à face, ici 86%, ou en ligne 14%. Quel est le temps où l'enseignant doit être présent ou ce n'est pas présent. Les moments synchrones ou asynchrones. Et puis, est-ce que c'est des activités qui sont faites avec la classe entière, en groupe ou en individuel. Donc, tous des paramètres intéressants qui permettent de mieux comprendre comment va s'articuler notre enseignement.
Et donc, un des objectifs, c'était donc le partage de ces différents scénarios. Donc, vous voyez qu'on peut rendre public ces scénarios. Tout à l'heure, je m'étais déplacé à l'intérieur du catalogue des scénarios. Mais vous pouvez aussi exporter votre scénario, soit sous la forme native qui peut être réimportée dans la plateforme, soit l'exporter sous forme, je crois que c'est ici, pardon, on peut partager le scénario, mais on peut aussi l'exporter sous le format MS Word. Et donc, on pourra avoir un export de tout ce que l'on voit ici sous une forme textuelle que je peux juste partager avec vous. Ici. Voilà, donc là, vous avez le même design ici, mais qui est exporté sous forme de format Word avec les éléments qui étaient décrits au tout début, les éléments globaux, les buts de l'enseignement. Puis ensuite, pour ces différentes tuiles, la première, c'était la préparation où il y avait essentiellement 3 activités. Une première, c'était acquérir des connaissances. Il y avait une partie de production et une autre partie de pratique. Donc là, vous avez, et ces documents-là, vous pouvez les partager avec vos collègues si vous êtes plusieurs à enseigner et vous pouvez en discuter ensemble. Formidable. Voilà, en fait, donc. C'est le scénario écrit du cours, finalement. Exact, oui. Transformé dans un document Word que l'on peut éventuellement annoter, corriger. Mais par contre, sur la plateforme elle-même, il n'y a malheureusement pas, pour le moment, ce n'est pas possible de collaborer, de travailler à plusieurs sur un design. On peut le partager, d'autres personnes peuvent se l'approprier, mais ça sera une copie du design que l'on va pouvoir modifier. On ne peut pas travailler à plusieurs. C'est une des fonctionnalités qui est prévue, mais qui n'est pour le moment pas encore disponible. Puis là, je crois que nos collègues de Belgique ont développé un dérivé aussi en ligne, cette méthode qui permet de travailler de manière collaborative. Et puis, je vais m'arrêter là et leur laisser la parole. Merci, Daniel. Et effectivement, on va reprendre C'est Sorbonne, peut-être. Voilà. Oui, j'ai pris la main à Franck. Si vous voulez, sauf si je vous laisse la main et après je... Non, c'est bon, c'est bon. Ben, alors, merci pour cette présentation. Et donc, moi, je continue un tout petit peu sur un peu l'histoire de ABCD, comme Bernie vous a dit, parce qu'on a connu l'atelier en 2017 et on l'a immédiatement renommé en Activity-Based Curriculum Design. Donc, depuis, nous sommes dans un processus d'adaptation, de localisation, même de réinvention continue par moment, afin de répondre justement à nos besoins, nos objectifs pédagogiques, bien sûr, et stratégiques. Donc, à part avoir renommé l'atelier, nous avons traduit les ressources et voilà. Après, on a aussi doublé, comme Bernie l'a dit, la durée de notre atelier parce que les 90 minutes ne nous paraissaient pas suffisants pour permettre à nos équipes d'aller assez loin dans la scénarisation de leur enseignement. Donc, je vous présente maintenant les ressources justement de ABCD à Sorbonne Université. Donc, les déroulés de l'atelier reprend en général les grandes lignes et les grandes étapes de l'atelier original. Mais entre-temps, nous avons revu quelques-uns des cartes pour mieux expliciter surtout les définitions. Nous avons intégré les concepts des temps d'engagement étudiant estimés afin que les équipes enseignantes puissent prendre en compte ce paramètre très important qui est aussi directement lié aux ECTS de chaque unité d'enseignement. Et nous avons également intégrer des éléments qui apportent plus de précision sur les modalités d'enseignement qui entrent en jeu, surtout lorsqu'on parle de l'hybridation, qui est aussi un projet très important pour Sorbonne Université.
Parallèlement, nous avons facilité la scénarisation d'un enseignement hybride en concevant une nouvelle version du storyboard qui met en évidence justement les activités faites en présentiel et en distanciel. Pour la roue numérique, j'ai un tout petit peu évoqué au début, ça a été adapté à notre LMS, donc qui est Moodle. Et ici, vous pouvez voir une image des ressources qu'on met à disposition de nos enseignants une fois que la première scénarisation en fait, sur le storyboard est faite. Comme ça, pour chaque activité, ils peuvent avoir des idées, des outils à utiliser, que ce soit dans Moodle, et ça c'est un récapitulatif des activités possibles dans Moodle, ou d'autres outils hors de la plateforme institutionnelle. Pendant la crise sanitaire, nous avons choisi d'utiliser l'outil Draft.io. Il s'agit d'un Blackboard. Vous le voyez, c'est déjà noir. Donc là, c'est bien le terme Blackboard collaboratif, où nous avons reconstruit l'atelier ABCD. Donc, cet outil nous permet de procéder à une scénarisation, je dirais, assez similaire en fait de ce qui se passe en présentiel, sachant bien sûr que c'est en ligne. Mais en soi, il y a toutes les couleurs, on peut manipuler en équipe les petites activités, les cartes, pour vraiment construire les scénarios. Pour faire un peu le lien avec avec le learning designer que Daniel et Charline vous a présenté, nous, on a très rapidement identifié le besoin de créer un outil pour pouvoir continuer la scénarisation à l'issue des ateliers pratiques. L'équipe enseignante sortait avec un grand storyboard d'une taille A1 avec les cartes collées dessus. Mais après, sincèrement, pour se trouver tous ensemble à la même situation, pardon, ce n'est pas le moment. Toutes mes excuses. Et donc, pour que toute l'équipe se retrouve autour d'une table pour continuer à travailler, c'est assez compliqué vu la charge de travail des équipes enseignantes. Donc, dès 2018, nous avons créé un outil de scénarisation sur Excel pour reprendre tous les éléments que nous utilisons dans ABCD. Et puisque les learning designers, à ce moment-là, ne correspondaient pas vraiment et ne répondaient pas à nos besoins. Il y avait plusieurs éléments qui ont été présentés qui n'existaient pas. Donc, les enseignants peuvent ainsi créer en détail les scénarios visuels ou, par exemple, les scénarios visuels de présentiel et distanciel de leur cours en associant directement, par exemple, les acquis d'apprentissage visés avec les activités et bien sûr l'évaluation, mais encore ajouter les temps d'engagement pour les étudiants ou les outils numériques qui peuvent être choisis afin de mettre en place les activités. En dernier lieu, nous avons revu les documents originaux du plan d'action, qui est un document donné proposé aux équipes à la fin de l'atelier, afin d'intégrer les notions de temps d'investissement enseignant. Et c'est là pour permettre une planification dans le temps en fait, du travail apporté par l'équipe enseignante afin qu'elle puisse atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, qu'elle s'est donnés dans le cadre, par exemple, d'une transformation de son enseignement. Il y a des actions qui peuvent prendre beaucoup de temps. Donc, ces documents peuvent permettre justement la priorisation des actions à prendre à faire pour entamer un cycle itératif en fait, de la révision de leur enseignement. Pour conclure sur cela, pour nous, ABCD est un outil très intéressant qui permet vraiment d'engager les équipes enseignantes. Et on l'a vraiment utilisé, comme Bernie a dit, au sein de notre université, mais aussi avec d'autres universités partenaires au sein d'autres projets internationaux. Donc, et il permet vraiment de créer, de concevoir des scénarios riches et très cohérents. Je voudrais aussi partager très brièvement avec vous quelques réflexions sur les avantages de chaque format, tel que nous, suite à notre expérience, surtout depuis le début de la crise sanitaire. Donc, dans l'atelier présentiel, comme vous avez vu ou dit, il y a les cartes, il y a cet apport kinesthésique dans cette manipulation des cartes
on a un grand storyboard, tout le monde est autour de la même table et qui travaille. Donc, les échanges, la collaboration sont extrêmement facilités. Et il est vraiment, vraiment très ludique. Vous jouez avec la pâte à fixe, avec les petites gommettes, c'est très engageant. Les points de vigilance, c'est que justement, à l'issue de cet atelier, il y a un document physique récupéré par un seul membre de l'équipe et qui ne permet pas forcément facilement à revenir là-dessus pour continuer le travail. Pour l'atelier en ligne, les résultats de la scénarisation, c'est un résultat concret, pareillement bien sûr qu'au présentiel, mais qui est facilement éditable par la suite, à tout moment, et par n'importe quel membre de l'équipe, de façon synchrone ou asynchrone. Et du coup, il y a un affranchissement des contraintes de l'espace, surtout lorsqu'on parle de l'atelier lui-même, le moment où l'atelier se déroule, mais aussi du temps, parce que chacun peut revenir et ils peuvent travailler collaborativement sur ce document. Après, on remarque tout de même une perte de cet apport kinesthésique. On remarque quand même cette perte de manipuler les cartes, de manipuler les ressources qui est extrêmement ludique. Donc, voilà pour notre retour d'expérience qui fait de tout ce qu'on avait fait avant la COVID et après la COVID. Donc, voilà, je passe la main aux collègues, soit Franck, soit aux collègues par la suite. J'arrête de partager. Merci beaucoup. Vasiliki. Alors, effectivement, je pense que nous pouvons maintenant demander à… est-ce que ça sera Josette Marie? Est-ce que ça sera Mélissa? Mélissa oui, et moi. Oui. Mais ce que je propose de faire, c'est aussi de prendre la main pour voir cet outil en action, en fait. Allons-y. Merci. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, quand on a commencé à utiliser cet outil, c'était au tout début de cette année scolaire, et donc il n'était pas question pour nous d'aller dans les écoles pour utiliser les cartons avec eux. L'outil en ligne qu'a présenté Daniel tout à l'heure, il est vraiment génial, mais par contre, comme il l'a dit, il ne permettait pas cet aspect collaboratif entre enseignants. Or, c'était vraiment une plus-value qui nous intéressait absolument. Et donc, on a construit un autre outil qui a sans doute ses faiblesses, qui n'est pas aussi complet que ceux que Daniel et Vasiliki ont présentés, mais qui est très pragmatique et qui permet la collaboration juste par le partage d'un lien. Et donc, je propose de vous montrer comment partager ce lien en le faisant directement avec vous. Et donc, c'est un outil qui est sur Google Slides. Et donc, dans le Padlet que l'équipe organisatrice a mis au point, je pense que vous retrouverez le lien pour obtenir cet outil. Il sera présenté par le biais d'une présentation de Genial Lee qui reprend tout ce que vous avez pu entendre aujourd'hui. Et ensuite, en cliquant sur cet item-ci et sur obtenir une copie, vous pourrez avoir l'outil dans votre Drive Google, celui avec lequel vous êtes enregistré au moment où vous ferez la manœuvre. Et donc, vous arriverez sur cet élément-ci. Je vous montre très, très rapidement comment il peut fonctionner. Alors, voilà à quoi il peut ressembler en fin de travail. Comme dans l'outil de Daniel, vous serez invité à y mettre un objectif d'apprentissage avec la possibilité d'aller voir la taxonomie de Bloom, comme dans l'outil que Daniel a présenté, et ensuite utiliser cette taxonomie de Bloom pour écrire les résultats attendus du travail de vos élèves. Ensuite, vous serez invité à dire de quelle modalité il s'agit, soit complètement en classe, à distance, ou hybride, juste en déplaçant ce cadre-ci. Ensuite, pour construire le diaporama, et donc je propose de le faire une toute première fois, et après je vous envoie le lien, et si vous voulez vous tester, vous pourrez le faire. Il suffira juste de dupliquer chacune des diapositives du storyboard
pour avoir des versions vierges à chaque fois. Et ensuite, vous voyez la représentation des petites cartes qui se trouvent ici dans le bas. Et donc, il s'agira juste de faire un copier-coller. Bon, c'est toujours quand je veux le montrer que j'ai des difficultés, hein, mais... Je recommence. Je vais le faire ici. Ouais. Je crois que j'ai fait une fausse main. Voilà, copier-coller. Et puis de venir déplacer tous les petits cartons en ajoutant le temps qui est attribué pour chacune des activités, le type de modalité, si c'est en présentiel, en distance, synchrone ou asynchrone. Et ça, vous viendrez le mettre dans les petites cases qui se trouvent ici. Et ensuite, le détail de votre activité. Et donc, vous aurez comme ça une suite de diapositives qui reprend votre storyboard. Et pour le faire à plusieurs, il suffira de venir chercher le lien qui se trouve ici, sans oublier de mettre toutes les personnes, tous vos collègues comme éditeurs, copier ce lien et je vous l'envoie dans, si j'y arrive, voilà, je vous l'envoie dans la conversation. Comme ça, si vous avez envie de tester, vous pouvez modifier ce modèle-là. J'ai fait une copie et donc j'ai envie de dire, celui-là vous appartient. Voilà, vous pourrez aller voir comment ça fonctionne et l'utiliser. Si j'ai été un peu trop vite, eh bien, dans le diaporama, vous aurez des tutoriels qui vous expliquent un peu comment faire tout ce que j'ai montré. En fin de storyboard, vous aurez aussi de façon plus simple que ce que Daniel a montré avec l'outil en ligne, mais vous aurez aussi l'occasion de construire un graphique qui reprend tout simplement la répartition des types d'activités que vous avez prévues et donc voir si vous êtes dans l'arc-en-ciel ou pas. Josette Marie, je ne sais pas si par rapport à cet outil, tu as autre chose à rajouter? Non, non, ben, je l'ai utilisé aussi dans des formations et les enseignants étaient très contents, surtout de pouvoir partir avec, comme on l'a dit, et après de pouvoir continuer le travail entre eux. Voilà. Ouais, donc moi, c'est un outil que j'utilise seul quand je dois modéliser mes formations et c'est un outil que j'utilise avec mes collègues quand on est à plusieurs. Donc, c'est vraiment assez facile. Un autre outil que je vous montre assez vite, c'est celui-ci. Je pense que le lien sera également dans le Padlet et sinon, je vous le renverrai, je le renverrai à Franck pour que vous puissiez l'ajouter, qui reprend en fait différentes applications numériques que vous allez pouvoir associer à chacun des modes d'apprentissage. Un bref rappel, hein, je vais pas tout faire, hein, mais sur les modes d'apprentissage. Ensuite, quelques outils numériques aussi classés, alors avec notre classification à nous, hein, voilà, rien n'empêche de la changer. Et donc, voilà, on aura ici une liste d'outils avec à chaque fois la possibilité de rejoindre directement le site internet de l'outil. Alors, vous voyez ici, on y a associé justement les modes d'apprentissage de l'ABC Learning Design. Et si je reviens sur le récapitulatif, tous ces outils se retrouvent dans cette roue. Et vous voyez qu'à chaque fois, si vous pointez le mode d'apprentissage que vous voulez travailler, vous pouvez découvrir des outils numériques, des applications numériques qui peuvent vous aider à travailler cela avec vos étudiants ou avec vos élèves. Voilà, c'est un peu basique, mais je pense que c'est très pratico-pratique et que ça peut vous servir si vous êtes à la recherche de quelque chose. Ouais. Et moi, je voudrais juste ajouter le point de vue de l'élève parce qu'il y a notamment une enseignante qui a témoigné qu'elle avait donné son storyboard à un élève qui avait des difficultés et ça l'avait beaucoup éclairé sur son parcours d'apprentissage et justement ce qu'il devait encore apprendre et comment. Et il y a des élèves aussi qui ont témoigné le fait d'atteindre l'arc-en-ciel, la variété des apprentissages, c'était beaucoup plus motivant pour eux. Voilà. Merci beaucoup. Alors,
moi, j'ai une question qui, tout de suite, et puis on va passer ensuite peut-être aux questions de clarification, et puis on a une question à poser par WooClap, mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour utiliser ces différents serveurs que vous venez de vous présenter, que ce soit celui mis au point présenté par Daniel ou mis au point par Sorbonne, ou celui que vous venez de nous présenter, est-ce qu'il n'est pas nécessaire quand même d'avoir une connaissance première, une compréhension initiale de peut-être la méthode ABC avant de se lancer là-dedans? Ou est-ce qu'on peut y aller comme ça, un peu avec ce qu'on sait de l'enseignement? Moi, personnellement, je pense que dans l'outil Google Slides, les cartes sont représentées, mais comme tous les outils qu'on a proposés, que je ne sais plus, je pense que c'est Philippe qui disait que finalement, c'est assez explicite le contenu de ces cartes. Et donc, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grande formation sur l'outil pour pouvoir déjà l'utiliser en équipe. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Peut-être que mes collègues penseront autre chose. Non, moi je te rejoins. En plus, il y avait des collègues qui avaient fait un tout petit outil asynchrone de présentation des cartes avant un atelier qu'on donnait. Et je veux dire, les enseignants qui ne l'avaient pas suivi étaient quand même rentrés dans la méthode. Donc, à partir du moment où on l'expérimente en collectif, voilà, je pense que l'appréhension de l'outil est facile. Entendu. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous allons pouvoir passer à la question WooClap. Et là, j'ai besoin d'un coup de main de Lauriane. Oui, c'est parti. Bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du coup le fonctionnement WooClap, vous allez pouvoir ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur ou vous saisir de votre smartphone, ce qui va vous permettre d'éviter de changer les écrans si vous n'avez pas plusieurs écrans. Et je vous invite à taper dans votre moteur de recherche WooClap. Donc comme ça se prononce, WOOCLAP. Et je vous mets dans le chat un lien pour ceux qui n'utilisent pas leur smartphone du coup. Pour pouvoir cliquer directement dessus. Je ne sais pas si vous le voyez. Lorsque vous serez connecté, vous verrez un écran que je vais vous partager également de mon côté. Et il va falloir mettre un code. Ah, pardon, tu veux que je vais arrêter mon partage, pardon. Je crois que c'est bon, normalement. Je commence à avoir des personnes qui se connectent. Donc, normalement, vous voyez mon écran WooClap. Donc, pour les personnes qui n'ont pas le code sous les yeux, c'est cette adresse que vous devez avoir. Hein. Et donc, le code est celui-ci, UCJZLX. J'attends un petit peu que tout le monde se connecte. Donc, pour l'instant, quand on fait ça, on tombe sur un écran qui nous dit un peu de patience parce que tu n'as pas encore lancé la question. C'est ça. Donc, je vais lancer la question. Les autres, vous vous connectez au fil de l'eau. Vous arriverez directement sur l'appli. Ce qu'on vous propose, c'est de voir comment est-ce que vous pourriez appliquer, vous, cette méthode dans votre contexte d'enseignement. Et donc là, c'est des commentaires libres. Vous pouvez faire une proposition ou un commentaire pour toute ou l'une de ces 3 petites questions. Donc, c'est organisé en tableau. Donc, vous avez normalement un champ sur lequel vous pouvez sélectionner la catégorie de questions que vous voulez adresser. Donc, le premier, ce serait quels éléments clés ou quel élément clé retenez-vous des présentations de la méthode? À ce stade, quelle expérience vous paraît la plus facilement reproductible dans votre contexte d'enseignement? Et, on ne le voit pas très bien sur mon écran, mais quelles difficultés entrevoyez-vous pour votre contexte d'enseignement? Donc, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. L'idée, c'est simplement de pouvoir un petit peu organiser vos retours.
Super, et donc on a les premières réponses qui apparaissent et je laisserai la main aux intervenants pour commenter ce qu'ils peuvent lire à l'écran. Sachant que lorsque vous postez, vous avez aussi la possibilité de voir sur votre écran normalement les réponses des autres participants et de pouvoir voter également pour les réponses. Si vous trouvez qu'il y a une réponse qui vous ressemble, plutôt que d'avoir 2 fois la même réponse, vous pouvez aussi voter, ce qui fait qu'on va voir aussi les réponses qui sont les plus licitées. Bon. Voilà, on a la 3e colonne qui commence à se remplir. Donc, je pense que tout le monde s'y est attaqué de façon ordonnée, de 1 à 3. Est-ce que tu es connecté aussi pour répondre, Franck, sur ton smartphone ou pas? Oui, ça y est, j'ai répondu d'ailleurs. Et tu vois, est-ce que tu peux me confirmer que tu peux naviguer et voir toutes les réponses des participants? Je vois toutes les réponses des participants. Elles sont toutes mélangées sur mon écran. D'accord, ok. Mais il y a des couleurs, donc je les reconnais. Voilà. Du coup, pour les commentaires, parce que je vais avoir du mal à savoir où vous en êtes dans la lecture et à afficher simultanément un petit peu tout, pour les intervenants qui souhaitent réagir. Donc, le rose correspond à la première question, les éléments clés retenus. Le jaune, quelle expérience paraît la plus facilement reproductible? Et en bleu, ce sont les difficultés à entrevoir. Et du coup, je vous laisse la parole. Franck, je te rends la parole également pour animer le... Oui, alors c'est vrai que juste une opération technique, vous pouvez, avec les petits cœurs, choisir dans les réponses celles qui... On peut aussi enrichir d'une façon collaborative la discussion en ajoutant des petits cœurs en fonction de l'intérêt qu'on a pour une réponse. Alors... Moi, j'aurais envie de réagir par rapport à l'aspect chronophage mis en avant comme difficulté. Alors, c'est vrai que quand on rencontre les équipes d'enseignants, ils disent « Ah oui, mais il faut encore faire ça en plus ». Et nous, on leur explique que finalement, peut-être qu'au départ, il faut évidemment entrer dans la méthode et il y a un aspect, un temps dédié pour cela, mais ce temps est récupéré après, d'autant plus que comme il est collaboratif, un scénario peut être partagé et chaque scénario qui est construit peut être utilisé par les autres membres de l'équipe éducative. Et donc, si au départ, peut-être ça prend un peu plus de temps, à la fin, on est vraiment gagnant. Voilà. Merci, Josette-Marie. Christelle, tu veux dire quelque chose? En complément, je me dis qu'aussi, ça doit être un outil, enfin, il faudrait voir avec les institutions qui les utilisent, hein, mais qui doit être intéressant justement aussi pour créer une équipe autour d'un projet de formation et pour intégrer les nouveaux qui arrivent et capitaliser sur ce qui est fait et que ce ne soit pas perdu pour la suite. Voilà. J'imagine que ça doit être un outil aussi de valorisation, de capitalisation qui doit être intéressant. Est-ce que vous l'utilisez pour valoriser aussi ce que vous faites au sein de vos institutions, par exemple ? Valoriser dans quel sens? Pour donner à voir ce que vous faites en termes d'innovation pédagogique, des choses qui… le fait de le formaliser avec ABC Design, ça pourrait être peut-être une valorisation différente de ce qu'on a l'habitude de faire en termes de présentation des innovations ou des choses qui sortent un peu du lot dans son établissement, quoi. Je pense que nous, on ne le valorise pas forcément. Josette-Marie me démentira si je me trompe, mais par contre, elle a parlé quand même d'un élément qui est hyper important tout à l'heure, c'est le fait qu'on peut utiliser ce qu'on a construit comme plan d'apprentissage donné aux élèves. Et que du coup, ça donne à l'étudiant la possibilité de venir se situer dans son apprentissage. Et donc, ça lui donne une responsabilisation supplémentaire et donc une motivation supplémentaire. Mais ça ne correspond pas tout à fait à la question. Désolée, non, mais c'est une façon d'utiliser la méthode aussi. Oui, c'est ça, c'est une façon de valoriser aussi. Parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à comprendre aussi quels sont les attendus et ce qu'on peut en retirer d'investir au départ dans une méthode qui finalement n'est pas très compliquée, mais ça demande toujours un temps d'adaptation et de prise en main d'une méthode. Après, qu'est-ce qu'on peut en retirer en tant qu'enseignant pour sa pratique pédagogique? Et c'est ça qui fait la différence.
Je rebondis sur ce que tu dis, Christelle, sur le terme investir. Je trouve que c'est le mot qui est juste parce qu'on rend explicite souvent des scénarios qui peuvent être implicites ou alors partiellement formalisés. Et c'est la première étape de la valorisation. C'est-à-dire que quand je vois dans la colonne 3, absence de reconnaissance par nos institutions de ce temps nécessaire à de la bonne pédagogie, j'ai envie d'interroger aussi comment est-ce que vous faisiez pour valoriser de la bonne pédagogie qui n'était pas visible, qui ne pouvait pas être, à part en racontant, donc peut-être en partageant à l'oral. Mais là, en faisant ça, vous disposez d'un outil qui vraiment va tangibiliser la démarche que vous avez et qui va permettre de la présenter, de la partager, de la faire de l'amélioration continue, parce que du coup, on revient sur son scénario. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est un investissement valorisable. La parole à Daniel, puis à Vassili, qui… Oui, peut-être aussi partager l'expérience que j'ai eue avec le Learning Designer. Donc, le premier modèle que j'avais construit, c'était en 2019 pour cette formation continue qui est redonnée chaque année. Et en 2020, paf, c'est la pandémie qui arrive. On doit tout transformer, basculer à distance. Et j'ai pu reprendre ce design, en faire une copie et puis assez rapidement, finalement, le remodéliser pour adapter à une formation à distance. Donc, il y avait effectivement de l'investissement pour pouvoir décrire d'une manière assez détaillée tout ce qui devrait être fait, mais par la suite, gagner du temps pour repenser la version à distance du même enseignement. Merci. Vassili qui Pour mon retour, c'est que effectivement, ABC ou ABCD ou ABCLD, peu importe comment on va les nommer, et ça pourrait être un peu chronophage, mais ce n'est pas en soi la méthode ou l'utilisation du matériel qui est chronophage. Ce qui risque d'être chronophage, c'est ce changement de perspective, de posture pour les enseignants. Parce qu'en utilisant les cartes, il faut se rendre compte que ce sont des cartes qui sont surtout centrées, c'est-à-dire on scénarise des activités en centrant notre intérêt sur l'étudiant. Et ce qui peut être plus chronophage et difficile parfois de faire, c'est ces changements de posture où on ne parle pas ce que moi je vais faire en tant qu'enseignant, mais comment est-ce que moi je vais scénariser mes activités afin que mes étudiants atteignent les objectifs d'apprentissage visés à la fin. Donc, ce qui peut être, selon moi, chronophage, dans un premier temps, dans l'appréhension même de la méthode, c'est ces changements de posture, changements de vision. Par la suite, ça dépend comment chacun il avait déjà conçu son enseignement précédemment et s'il y aura beaucoup de choses éventuellement à faire évoluer, ou pas. Si c'est un enseignement très, très classique, effectivement, ça pourrait prendre un peu plus de temps pour apporter quelques transformations, mais en général, les enseignants sont très sensibilisés sur un apprentissage actif, donc il y a des petits ajustements la plupart du temps à faire. Donc, ça ne prend pas énormément de temps. Merci. Voilà. On va donner la parole à Philippe, puis à Fatma et à Christelle, et rapidement. C'était juste pour revenir sur l'intervention de Christelle par rapport à le fait que l'outil peut valoriser en fait du travail et valoriser auprès de différents acteurs de l'institution. C'est juste pour éclaircir sur la situation à Genève. On n'est pas du tout dans une démarche institutionnelle, on est plutôt dans l'idée de trouver des enseignants et des équipes qui sont intéressés par l'outil. Et puis, donc c'est vraiment au sein du centre et aussi avec la collaboration de Daniel qu'on s'est lancé dedans. On n'est pas encore à une étape où il y a de la reconnaissance et disons où l'outil peut être répandu comme un outil commun, ce qu'on peut déplorer. Nous, on a trouvé, pour l'instant, c'est aussi lancé sur autre chose. C'est petit moment de pub. J'ai lancé dans la discussion la plateforme qui est concernée. C'est plutôt de dire aux enseignants qui font des choses qui sortent des sentiers battus. On appelle ça des innovations pédagogiques, mais sans que ce soit ni numérique, ni qu'il y ait forcément un grand changement dans l'enseignement.
mais on a créé des fiches en fait, où les enseignants vont raconter pourquoi ils ont mis cette innovation en place, qu'est-ce que ça leur a apporté, et puis comment les étudiants réagissent par rapport à ça. Et vous verrez, si vous allez sur la page du site, vous verrez qu'il y a un moteur de recherche avec des mots-clés qui permettent d'aller voir, si on tape scénarisation, on va tomber sur un certain nombre de choses. Donc, pour l'instant, institutionnellement, c'est plutôt cette solution qu'on a privilégiée ici à Genève. Merci. Fatma? Moi, je voulais juste rebondir rapidement sur l'intérêt de la méthode pour travailler selon une approche interdisciplinaire, notamment maintenant, on parle beaucoup de projets pédagogiques interdisciplinaires et saluant le chantier de l'évolution de la formation selon cette approche. Donc, je pense que cette méthode pourrait bien intéresser certains enseignants engagés dans ces dispositifs pédagogiques, en fait. Entendu. Des mains sont encore levées, c'est des anciennes mains ou c'est encore de nouvelles questions? D'accord. Alors, on va avancer un petit peu. On va prendre 10 minutes pour la dernière partie. Merci Lauriane pour cette présentation. Ce que je voulais dire, c'est que tout cela, toutes ces informations que vous avez mises, que vous avez données, ces échanges, on va les mettre à votre disposition dans le Padlet, dont les références vous seront données à l'issue. Alors, je partage pour avancer sur la dernière partie. Toc. Voilà, voilà. Hop. Hop, ça y est. Et donc, les idées essentielles en matière de conclusion, je dirais, en manière de conclusion, je vais demander à chacune des institutions qui est là ou à chacune des personnes de nous dire ce qui, pour lui, pour elle, paraît le point qui est le plus important quand on parle d'ABC Learning Design et quand on parle de scénarisation. Voilà, dans le désordre, peut-être honneur aux dames, qui veut commencer? Moi, je dirais, c'est cette question, qu'est-ce que je veux que les élèves apprennent? Donc, quel est mon objectif, mon attendu d'apprentissage? Et donc, du coup, qu'est-ce que je dois mettre en place comme activité pour y arriver, pour permettre à l'élève d'avoir ses acquis d'apprentissage? D'accord, donc c'est vraiment remettre l'objectif. Ouais. Remettre l'objectif d'apprentissage, oui, et les activités d'apprentissage. Ok, merci beaucoup. Et comme Josette Marie m'a piqué mon idée, je vais continuer en disant que du coup, il y a vraiment ce focus sur l'activité des élèves. Oui. Je le disais dans la conversation, ça permet de commencer les descriptions d'activités par les élèves ou les étudiants feront, plutôt que par moi, enseignant, je ferai. Oui, ok. C'est l'idée qu'on change de paradigme, en fait, de l'enseignement vers l'apprentissage. Voilà, en complément à ce que Josette Marie vient de dire, puisqu'elle a volé mon idée. Alors, ensuite. Si vous voulez, je prends la parole juste pour… je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit par les collègues, vu que… Voilà, donc pour moi, je veux dire que la force majeure, en fait, de l'approche, de la méthode, de l'outil, peu importe comment on va les nommer, c'est vraiment son adaptabilité et la possibilité qu'on peut l'utiliser, la possibilité qu'il nous donne pour l'utiliser dans les cadres, pour nous, par exemple, dans les cadres de développement académique et la scénarisation, et qui permet vraiment des scénarisations de tout type de niveaux, que ce soit extrêmement microscopique, mais très macroscopique pour aller jusqu'à la scénarisation d'un curriculum entier, d'une maquette entière. Donc, il s'agit d'un outil qui peut être revu et réutilisé de façon intelligente pour répondre vraiment aux besoins de chaque équipe qui est accompagnée ou même de chaque institution. Et peut-être en avant-première, du coup, je vais dire qu'on est en train de finaliser l'adaptation de ABCLD, d'une réinvention en fait au sein de l'Alliance For You Plus, où Sorbonne Université en fait partie. Et donc, il y aura une nouvelle formation en anglais qui sera mise à disposition à l'ensemble des équipes enseignantes et doctorantes de nos universités, mais également toutes les ressources qui sont en train d'être produites ou qui sont produites seront par la suite aussi diffusées
sur les licences CC, donc les licences en fait de UCL, pour être mis à disposition. Donc voilà, je dirais presque à bientôt sur vos écrans. Oui, c'est intéressant. Il faudrait nous donner peut-être un lieu où qu'on pourrait mettre dans le Padlet où les personnes il n'existe intéressées… pas encore. On est dans les dernières bêta-tests, mais très prochainement, on va mettre justement à disposition l'ensemble des ressources. Donc, bien sûr, je vais revenir vers vous pour ajouter ça aussi au Padlet ainsi que nos ressources de Sorbonne Université. Merci beaucoup. Messieurs, et puis ensuite, peut-être qu'on pourrait prendre des questions ou des remarques des participants. Donc, vous pouvez commencer à préparer quelque chose. Je vais bien prendre la parole, mais ça va être très rapide. Pour moi, le principal avantage de cette méthode que je vois, c'est de pouvoir parler d'enseignement, déjà, parce qu'effectivement, à l'université, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Et puis, non seulement pour en parler autour d'une table, mais de manière ludique, je dirais. C'est le fait de pouvoir, ce qui a été évoqué, de pouvoir manipuler ces cartes, d'avoir cette entrée par les apprentissages, ça rend les choses très ludiques. Excusez-moi. Et ça facilite la discussion. Peut-être ça crée aussi une autre manière aussi. On a peut-être dans l'académie qui est très sérieux, qui permet d'avoir pour un certain nombre de papiers, y compris l'accès à un logement social, un peu décalé sur l'enseignement, elles ont rempli en produisant des fruits et des produits pour pouvoir mieux scénariser l'enseignement. Je pense qu'à la fin, tout le monde est gagnant à faire cet exercice-là. Voilà pour ce que je vois comme avantage. Merci Philippe. Désolé, il y a eu un petit problème d'intervention inopinée pendant votre prise de parole. Bernie ? Bernie, avez-vous un mot de conclusion, un conseil, une réflexion, le plus important d'après vous? On ne t'attend pas, Bernie. Il n'y a rien, vous ne m'entendez pas? Ça y est, là ça y est. Ah, ok, très bien. Donc ça c'est la technique qui parfois ne veut pas. Oui, donc je disais que les points importants, vous les avez déjà résumés, donc je ne vais pas les répéter. La facilité de communiquer, le travail collaboratif, le fait qu'on passe à l'apprentissage centré sur l'étudiant. Je vais peut-être rajouter quelque chose qui était aussi visible dans la colonne rouge tout à l'heure, l'alignement pédagogique. Donc on n'a pas du tout parlé d'évaluation jusqu'à présent et la facilité d'inclure l'évaluation dans cette scénarisation. Donc, parce qu'une fois qu'on a effectivement développé ce scénario avec les activités des étudiants, on peut coller des petites étoiles sur les cartes pour dire c'est cette activité-là que je vais évaluer, c'est cette autre activité-là que je vais évaluer. Et de cette manière-là, on est automatiquement relativement certain qu'on évalue quelque chose qui a été entraîné avant et donc qu'on a effectivement cet alignement inclus. Je pense que nos auditeurs l'ont relativement bien reconnu parce que c'était un point qui a été qui avait plusieurs likes. En effet, merci Bernie. Et Daniel, un mot? Un mot pour moi, ce qui répéterait aussi ce qui a été dit, c'est d'ouvrir les yeux aux enseignants, et qu'ils se rendent compte tout d'un coup qu'il y a plus d'une façon de faire apprendre les étudiants. Ce n'est pas simplement uniquement transmissif, mais il y a toutes ces autres modalités d'apprentissage. Oui, merci. Je voudrais me tourner maintenant avant qu'on ne se sait. Ah, je vois que Christelle, allez, Christelle. J'aurais deux questions à poser aux intervenants qui donc, utilisent dans leurs établissements cette méthode-là. C'est est-ce qu'ils ont eu des remarques d'enseignants sur peut-être l'éventuel manque de visibilité des contenus, du fait qu'on est vraiment passé sur les activités d'apprentissage des étudiants, qui pourraient s'en plaindre éventuellement. Et l'autre question, c'était sur la modalité acquisition. Est-ce que quelque part, est-ce que cette modalité acquisition ça les a interpellés ou pas, et est-ce que pour eux l'acquisition elle n'est pas aussi dans les autres modes d'apprentissage qui sont présentés, la discussion et ainsi de suite, et la collaboration? Voilà, les deux questions.
dirais que les contenus sont dans toutes ces modalités. Donc, dans la discussion, on apprend aussi du contenu. Dans la modalité acquisition, c'est effectivement la modalité de transmission la plus directe qu'on met sur cette carte-là. Donc, je ne dirais pas que l'acquisition est dans les autres modalités, mais les contenus sont un peu partout. Donc ça n'a pas gêné les enseignants? Je n'ai pas expérimenté ça, non. D'accord. Non, et en plus, si je me permets de compléter un peu ce que Bernie disait, non, ça n'a pas gêné. Et par contre, pour pouvoir aller plus loin et vraiment avoir un storyboard vraiment concret qui représente vraiment l'enseignement, dans l'outil sur Excel qu'on a construit, on a laissé justement des colonnes spécifiques où à côté de chaque activité, ils peuvent mettre justement les indicateurs disciplinaires, donc de contenu. Comme ça fait directement sens par rapport à leur contenu et par rapport à l'activité qu'ils sont en train de scénariser. Comme ça, ils ont tous les éléments dans le même endroit, c'est-à-dire les acquis d'apprentissage visés, la typologie d'activité, les contenus éventuellement disciplinaires, les temps d'investissement pour l'étudiant, et si cette activité, si elle est évaluable ou pas, quelle évaluation, si elle est formative ou sommative, et aussi par la suite, bon, déjà si c'est en présentiel ou en distanciel, et également avoir les éléments avec l'outil éventuellement à utiliser si elle s'est fait par les moyens numériques. Donc comme ça, il y a un ensemble de tous les éléments. Mais durant l'atelier, non. Effectivement, on se concentre sur la typologie d'activité et on laisse un peu plus loin pour la suite, en fait, les contenus. D'accord. Et ça les perturbe pas plus que ça? Non, parce qu'en voyant les différents types d'activités, les 6 cartes, comme il a été très bien dit, c'était arc-en-ciel. Finalement, on va dans les classiques. Hop, on a plein de cartes d'acquisition et d'un seul coup, mais non, il faut qu'on le voit différemment. Donc, on sait que c'est arc-en-ciel, comme il a été très bien dit. Et je vais me permettre, si vous êtes d'accord, reprendre votre expression dans l'avenir pour justement, voilà, c'est durant l'atelier, c'est cet arc-en-ciel qu'on recherche et très rapidement, les liens, ça s'est fait automatiquement, intuitivement par rapport au contenu, une fois que l'approche a été bien comprise. Ok, merci. Alors, merci beaucoup. Avant de donner la parole à Mélissa, je voudrais proposer aux participants de nous dire, par l'intermédiaire du chat notamment, ou en levant la main, de nous dire comment ils envisagent d'utiliser tout ou partie, quel morceau et comment, sur quel domaine d'enseignement, comment ils peuvent envisager de s'approprier tel ou tel aspect, tel outil de ce qu'on vient de présenter. Et Franck, pour rejoindre ta question, on a Carole Petit dans le chat qui demande: que nous conseillez-vous pour passer à l'action à l'issue de cette formation? Suivre les liens qui nous ont été transmis pour expérimenter et tester ainsi les outils de scénarisation, ou peut-on se procurer la version papier? Pour faire une réponse partielle, pour passer à l'action, si ça vous plaît et que vous en avez super envie, vous pouvez effectivement suivre les liens qui sont ou mis au fil du chat, mais qui seront aussi rassemblés dans le Padlet des ressources, rassemblés et organisés, ce qui fait que vous pourrez faire une sélection peut-être plus facile. Pour la version papier, eh bien, il faut imprimer. Donc, le kit, en fait, c'est un ready to play, j'ai envie de dire. Donc, c'est-à-dire, vous l'imprimez et il est fait pour ça. Et ensuite, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est aussi de vous rapprocher des conseillers pédagogiques de vos instituts, qui, eux, sont formés à l'approche, qui parfois ont déjà les versions imprimées ou des liens personnalisés dans chaque institut, dans chaque établissement, et du coup peuvent vous accompagner à la prise en main pour un démarrage, ce qui peut être aussi plus sympa, parce que du coup, voilà, ça vous facilite un peu le travail. Merci Lauriane, très juste. Donc, n'hésitez pas à vos claviers de poser des questions. Et Mélissa? Oui, en fait, je voulais réagir à deux choses. C'est la première question de Christelle par rapport à l'acquisition. Je pense que ce qu'on ne doit pas perdre à l'esprit, c'est que ce terme d'acquisition prend bien en compte une activité d'élève et pas une démarche mentale, en fait. Et que c'est clair que lorsque l'élève sera en production, intellectuellement, bien sûr, il va acquérir des choses. Mais ce que la carte représente, c'est l'activité, je vais dire, extérieure de l'élève, l'activité apparente de l'élève.
Et donc, on ne dit pas que quand il fait de la production, il n'est pas en acquisition mentale aussi. Et la deuxième chose, c'est par rapport à la question de Carole, où je pense qu'une façon peut-être de commencer, peut-être d'analyser un dispositif qu'on a déjà mis en place en se demandant, tiens, cette activité que je propose généralement à mes étudiants, à quelle carte, quelle modalité est-ce qu'elle correspond, et de refaire a posteriori le storyboard. Comme ça permet de rentrer dans l'outil et peut-être dans le même temps ou dans un second temps d'analyser, d'avoir une réflexion sur la pratique qu'on a habituellement. Oui, merci Mélissa. Daniel, lève la main. Oui, je voulais dire par rapport à cet arc-en-ciel, donc je ne pense pas qu'il faut viser à tout prix d'avoir une répartition équitable entre les différentes modalités d'apprentissage. Tout dépend des objectifs auxquels on s'est fixé, les objectifs d'apprentissage. Si c'est un objectif où il y a essentiellement du travail pratique à faire, on ne va pas forcément mettre toutes les modalités, ça sera essentiellement la partie pratique et expérimentée. Oui. Voilà, juste un petit commentaire. Très juste, tout à fait, Daniel. Il faut voir à quel niveau on fait la modélisation de la scénarisation. Pour un programme de formation complet sur une année, on souhaiterait probablement avoir plus ou moins toutes les couleurs. Mais ça ne veut pas dire que chaque enseignant doit forcément, dans son intervention, accompagner toutes les couleurs. Et si je le fais uniquement pour mon intervention personnelle, ce qui est tout à fait possible, on peut utiliser l'outil dans ce sens-là, je vais probablement me retrouver avec des couleurs majoritaires et d'autres minoritaires. L'objectif, plutôt que de viser l'arc-en-ciel, serait peut-être déjà prendre conscience de ce qu'on a plutôt l'habitude de faire pour pouvoir les faire évoluer si on se rend compte que finalement, ce n'était pas vraiment ce qu'on imaginait. Et que finalement, on peut comme ça faire un petit pas de côté sans obligatoirement effectivement viser l'arc-en-ciel. Éventuellement, si je peux me permettre, oui, merci. Donc, l'arc-en-ciel aussi, en tout cas, prendre en compte les différentes typologies d'activités pourrait être aussi une façon de penser à l'hétérogénéité en fait, du public étudiant. Chacun apprend différemment et cette activité peut être plus propice, ou en tout cas plus propice par chaque apprenant pour atteindre en fait, les objectifs. Donc, si on se consacre sur une ou deux typologies d'activités, peut-être il y a un public étudiant, si on parle des étudiants, qui risquent de ne pas s'y retrouver, ou en tout cas, ce n'est pas sa meilleure façon d'apprendre ce qu'on aura choisi. Ainsi, derrière ces couleurs, pour moi, c'est aussi une façon de penser justement à cette hétérogénéité du public étudiant, qui bien sûr doit être en cohérence aussi avec les objectifs, mais aussi avec la personnalité de l'enseignant. Un enseignant qui ne se sent pas du tout à l'aise avec une typologie d'activité, peut-être il va essayer ou il va mettre un peu en place, mais il ne sera pas non plus obligé à mettre en contre-esprit. Donc, voilà. C'est un équilibre à trouver. Oui, merci. Je voudrais souligner une réflexion qui est faite par Elara Moudilou dans le chat qui dit que, d'après elle, c'est aussi vraisemblablement un moyen de développer, c'est-à-dire de trouver des idées, d'aller chercher d'autres façons de faire, d'enrichir finalement sa boîte à outils en termes d'activité pédagogique. OK. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres réflexions, d'autres questions dans la salle? D'accord. Alors, en fait, nous sommes arrivés quasiment à la fin de ce web rendez-vous. Comme j'ai mis la pression à tout le monde, on a été très efficace et donc on est un petit peu en avance par rapport au temps dont nous disposions. Donc, je vais faire la conclusion. Alors, première idée, on va centraliser toutes les ressources qu'on a évoquées aujourd'hui sur un Padlet. Franck, excuse-moi, dans le chat, il y a quelqu'un qui demande s'il est possible de reparler d'aliment pédagogique. Ah, mais bien sûr. Alors, un peu de temps. Oui, je reviens en arrière.
et je laisse la place à qui voudra bien parler de l'alignement pédagogique. Quelqu'un veut-il s'en charger? Moi, je veux bien commencer avec éventuellement le support de l'un ou l'autre collègue. Donc, le principe de l'alignement pédagogique, c'est de mettre en correspondance les objectifs d'apprentissage, d'enseignement, avec les activités qu'on va proposer aux élèves pour atteindre ces objectifs, avec les évaluations qu'on va leur proposer. Alors, on peut le prendre dans plusieurs, je pense qu'on peut le prendre dans plusieurs sens. On peut très bien se dire, ben voilà mon objectif, voilà comment je vais l'évaluer et voilà comment je vais préparer mes élèves, quelles activités je vais leur proposer pour qu'ils puissent être capables d'être évalués et donc d'atteindre l'objectif. Voilà, ça c'est un peu très, très résumé, mais je ne sais pas si l'un ou l'autre a envie de rajouter des éléments. Ou est-ce que la personne qui a posé la question veut préciser sa question? Je sais pas. Est-ce que ça lui suffit comme précision ou elle attendait d'autres éléments de réponse? Bon, c'est bon. Bon, oui, en fait, bon, juste un mot là-dessus. Je voulais chercher à faire une petite représentation. Vous imaginez un triangle dont chacun des sommets représente un point clé. Donc, dans le triangle, les 3 points clés sont vos objectifs pédagogiques, vos activités, ce que vous faites, les activités pédagogiques, ce que vous faites avec eux pendant les séances ou entre les séances, ce que vous leur faites faire. Et le 3e sommet, c'est ben voilà, merci. Le 3e sommet, ce sont les modalités d'évaluation. Qu'est-ce qui nous partage son écran là? Ah, c'est Vassiliki. Donc, oui, désolé. Oui. Voilà, l'essentiel ici, c'est de chercher la cohérence entre les 3. Exemple, j'ai un cours qui s'intitule « Prendre la parole en public ». Si je ne fais que donner du concept pendant les 10 séances de 2 heures et que si à la fin, je ne fais que leur demander de me raconter, de m'expliquer, de me faire une dissertation sur la prise de parole en public, il y a un décalage, une incohérence entre mes objectifs pédagogiques, puisque mes objectifs, ce serait qu'ils puissent prendre la parole en public avec aisance, et donc il y a une incohérence entre ce que je leur fais faire, ce que je fais et ce sur quoi je les évalue et la façon dont je les évalue. Voilà pour moi. Merci Vassiliki. Adéquat, avec plaisir. Je l'ai trouvé rapidement, donc ça allait. Alors, on était en train de dire que toutes les ressources allaient être rassemblées sur le Padlet. Je vais mettre le Padlet dans la discussion, à moins que l'une de mes collègues puisse le faire. Je vais le faire, Franck. Merci beaucoup, Christelle. Vous avez un rappel aussi du site. Là, j'ai mis du site DBC Learning Design par l'UCL, si je ne me trompe pas. Mais on vous rajoutera tout ça donc sur le Padlet. Et puis, je voulais terminer sur le fait que dans les institutions dans lesquelles vous êtes, il y a vraisemblablement des conseillers pédagogiques ou des centres ou des services universitaires de pédagogie et qu'il faut vraiment profiter, poser des questions, aller demander des conseils ou de l'aide ou un accompagnement auprès des conseillers pédagogiques qui sont dans ces services. Voilà, et puis Fatma, Lauriane, Christelle et moi, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine saison. Donc,
on donnera des informations sur les prochains webinaires d'ici la rentrée. Il me reste à remercier, mais vraiment avec beaucoup de sincérité, de chaleur, et de remercier nos 5 intervenants qui ont pris du temps pour préparer leur intervention, qui ont pris du temps pour préparer avec nous en amont et qui ont pris du temps pour échanger les mails et les transparents, les diapositives qu'on utilise. Donc, merci à Daniel, merci à Philippe, merci à Bernie, merci à Mélissa, merci à Josette Marie, merci à Vassiliki et merci à mes 3 collègues. Donc, merci aux participants. À très bientôt donc. Franck, il manque l'évaluation. 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 Est-ce que quelqu'un peut poser? C'est fait sur le chat. Génial, merci beaucoup. Si vous pouviez le faire avant de partir, enfin juste après être parti, ce serait bien parce qu'on, comme ça, on aurait un retour immédiat. Et vous n'oublieriez pas. Merci Christelle de cette remarque. Voilà, merci à tous. Pour nous, c'était aussi, en tout cas pour moi, un plaisir de partager ces moments avec vous et j'espère qu'on va pouvoir continuer à échanger sur cette méthodologie. C'est très riche en tout cas, de partager les expériences. Merci. Alors, moi, personnellement, c'est vrai que je serais intéressé par quelque chose qui perdure un petit peu autour des usages de la méthodologie et des différents outils. Donc, oui, pourquoi pas. OK. Avec Tout à plaisir. fait.